Chapitre 5. Structure ton histoire en te servant de tes nouvelles connaissances et de ta créativité. Nous allons décortiquer la structure classique d'une histoire. L'objectif est de comprendre un type de mécanique étape par étape, sans pour autant t'inciter à en calquer les traits s'ils ne conviennent pas à ton scénario. Il est bien tout à fait possible pour le débutant comme pour le scénariste confirmé de s'en émanciper totalement. Pense chacune des notions évoquées dans ce guide comme des ouvertures à des concepts, et surtout à ton imagination. L'écriture d'un scénario n'a pas à être dogmatique, surtout dans notre pays où les formes artistiques sont plutôt libres. N'oublie jamais l'importance de ta créativité. Je t'invite à lire en complément de nombreux ouvrages de grands théoriciens du scénario, afin de multiplier tes points de vue. Chez certains d'entre eux, l'histoire se structure en 7, 14 ou 21 étapes. Car la structure idéale n'existe et n'existera probablement jamais. Je reste cependant persuadé que décortiquer les étapes de la structure classique que j'ai choisi de te présenter est bénéfique et indispensable. Elle va vraiment t'aider à voir plus clairement et précisément les enjeux importants d'un bon scénario. Ainsi, tu ne feras pas l'impasse sur les fonctions fondamentales nécessaires à faire fonctionner correctement les rouages d'une histoire. Comment structurer solidement ton histoire et la rendre passionnante? La structure en 3 actes. Avant d'entrer dans les détails, il me paraît nécessaire de comprendre la notion de structure en 3 actes. La structure en 3 actes, qu'est-ce que c'est? Des histoires, on en raconte depuis des générations, de celles murmurées au coin du feu jusqu'aux films d'action testostéronés ou au marketing d'Apple. C'est bien simple, les êtres humains les ont dans le sang. Aristote a mis en lumière une recette encore utilisée de nos jours afin de construire de solides histoires, la structure en 3 actes, ou schéma narratif. Tu reconnais là un schéma utilisé largement pour écrire les pièces de théâtre, mais au fond, c'est pareil pour un roman ou un scénario. Les bases de la structure en 3 actes. Aristote part d'un constat très simple. Une bonne histoire comporte un début, un milieu et une fin. 3 segments qui constituent 3 actes. Jusqu'ici, tout va bien. Chaque acte joue un rôle différent. Le premier sert de lieu d'exposition, le deuxième d'espace de confrontation, le troisième de dénouement. Selon le philosophe grec, chaque partie de ce squelette est basée sur 3 émotions successives. La peur, la pitié, le soulagement. Acte 1. L'exposition. Le décor est planté au début de ton histoire. De manière classique, les personnages principaux sont introduits et la situation de départ est présentée dans les premières scènes. Ce fondement de la narration est appelé l'exposition, puisque l'auteur vient littéralement disposer les personnages, le décor et les enjeux de son film face au spectateur. Un ingrédient essentiel est à intégrer dans cette partie du scénario. Un bouleversement dans la vie du personnage principal. Un gain au loto, l'apparition d'un frère inconnu, la perte brutale d'un proche. Ce nœud dramatique constitue le fil conducteur pour les 2 actes suivants. Cette phase représente environ 25% de la durée d'un film. Exemple, c'est le moment où Harry Potter se rend compte de la puissance de ses capacités psychiques dans la scène au zoo, où il communique avec un boa en fourche-langue. Acte 2, la confrontation. On entre maintenant au cœur de l'histoire, avec l'acte 2 qui sera la partie la plus longue du film, environ 60%. Le personnage principal mène alors une quête ou un combat dans le but d'atteindre un nouvel équilibre, c'est la confrontation. L'intensité et la tension dramatique montent progressivement au gré des obstacles, jusqu'au point culminant, le climax. Le personnage doit alors affronter cette dernière épreuve pour atteindre une nouvelle forme de stabilité, c'est le combat final. Acte 3, le dénouement. L'intrigue touche à son terme. Le spectateur est en haleine au maximum à ce moment précis. Il attend avec impatience le dénouement. 2 issues sans échappatoire sont alors possibles dans ton script, la victoire ou l'échec. Le narrateur peut enfin exposer la morale de l'histoire et entrevoir un avenir possible pour le personnage principal. Cette conclusion est l'acte le plus court de la structure, environ 15%. Je ne pense pas t'avoir appris grand-chose sur ces 3 actes, mais nous allons rendre tout cela un peu plus complexe. Les 2 nœuds dramatiques. Le passage d'un acte à un autre est marqué par ce que l'on appelle un nœud dramatique. Il existe 2 nœuds dramatiques majeurs, l'un à la sortie de l'acte 1 et l'autre à la sortie de l'acte 2.
Ces nœuds dramatiques marquent une action très forte du héros, une décision majeure dans son voyage. Le premier nœud dramatique amène le héros à la décision de rentrer dans l'aventure. Le deuxième nœud l'amène à décider de résoudre définitivement le problème, en s'aidant des leçons tirées durant son aventure. Le pivot central. On peut ajouter aux deux nœuds dramatiques un troisième nœud, situé en plein centre de l'histoire, le pivot central. C'est un renversement, une révélation qui change la direction de l'histoire. Le pivot change le mode réactif de ton personnage en mode proactif. Le personnage réagissait seulement aux incidents de l'acte 1, mais cette fois, il se met à agir. Il décide volontairement de ses actions, il ne se contente plus de réagir. Le protagoniste avait pris une décision qu'il considère maintenant mauvaise et choisit d'en prendre une autre. La logique du rebond. Cette notion de nœud me paraissait particulièrement complexe, même après avoir lu plusieurs livres de théorie du scénario. Je ne parvenais pas à me l'expliquer, jusqu'à ce que je change le terme nœud par rebond. Imagine ces trois nœuds comme des rebonds. Le personnage rebondit et change de cap, un peu comme la balle dans un jeu de ping-pong. Remplace les pointillés par des décisions majeures prises par ton personnage. Le personnage prend la décision de, mais après avoir essayé de résoudre le problème sans succès de cette manière, décide de. Cette décision lui apporte une petite victoire, mais elle est insuffisante. Toutefois, le héros apprend quelque chose de significatif. Transformé, il décide de. L'incident déclencheur. Nous allons encore complexifier notre structure en ajoutant deux éléments phares, l'incident déclencheur et le climax. Dans la dramaturgie, le scénariste Yves Lavandier introduit le concept d'incident déclencheur de cette manière. Quand on raconte oralement une histoire, ou quand on la résume, il vient souvent un moment où le narrateur dit « un jour » ou « jusqu'au jour où » arrive donc un événement, une surprise, un accident qui déclenche l'action. L'incident déclencheur qui vient rompre l'équilibre de la vie de ton héros peut tomber du ciel. Il peut être le fruit du hasard, une lettre inattendue, un gain important à un jeu, un accident de voiture, une rencontre. Prenons un exemple tout bête. Tu as 45 ans. Tu fais le même boulot depuis 20 ans déjà. Tes enfants ont grandi. Entre ta femme et toi, ce n'est pas merveilleux après 22 ans de mariage. Vous avez le crédit de la maison à payer et bientôt les études de la petite. Tu regardes la télé, c'est l'heure du tirage au sort du loto et tu as justement joué ce matin. Les chiffres tombent. Tu viens de gagner 25 millions d'euros. Ta vie va changer, et pas qu'un peu. Tu vas devoir retrouver un équilibre de vie. Comment vas-tu réagir face à cette nouvelle ? Un héros est dans une situation d'équilibre, et non une bonne situation. Et cet équilibre va être bouleversé par un événement extérieur. La question maintenant est de savoir comment trouver un nouvel équilibre. Le climax. Si la dramaturgie était une partie d'échecs, le climax serait le moment d'échec et mat. Dans les blockbusters, le climax est souvent une grosse bataille qui réserve son lot de surprises avec la confrontation au sommet. Le héros, fortifié par ses nouvelles compétences, y est décidé à affronter l'antagoniste en face à face. Le climax est le moment où les deux trains se rentrent dedans. C'est le moment d'en finir. On applique les leçons apprises. C'est là que le personnage maîtrise ses propres faiblesses. Il s'agit du renversement final de l'ancien monde et de la création du nouveau monde. Tout ceci grâce au héros qui mène la danse en fonction de ce qu'il a appris au cours de son passage dans le monde hypothétique de l'acte 2. Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario de Blake Snyder. Il s'agit du combat final durant lequel le héros met en pratique ce qu'il a appris, prouve qu'il a bien retenu les leçons apprises durant l'aventure. Le climax est un point de non-retour vers la fin de ce voyage. Le protagoniste est dos au mur, obligé d'affronter l'antagoniste et de résoudre le conflit. Le climax donne du sens à l'intrigue et montre le choix du héros, affronter son problème. Il suit la prise de conscience du héros. Le climax remplit un rôle de point culminant dans l'arc transformationnel du héros. La structure classique. Nous avons maintenant mis en place, ensemble, une structure simplifiée. Il reste encore quelques éléments à ajouter. La structure la plus claire que j'ai jamais lue vient du livre d'Édouard Blanchot, scénariste et professeur à l'ESRA Paris. Les fondamentaux du scénario. Je la trouve simple, logique et applicable. J'ai donc décidé de la reprendre pour vous la transmettre de manière concise. Attention cependant, je le répète,
Cette structure doit simplement servir d'exemple. Ne l'utilise pas comme une méthode qu'il faut absolument suivre rigoureusement. Tu es le maître de ton récit. Toutefois, découper ton scénario te permet de savoir où tu vas et de ne pas te perdre. Acte 1. Où, quand, qui, quel. Ton acte 1 doit répondre à ces 4 items. Il s'agit de mettre en place le récit, d'en construire les fondations. Où se passe l'histoire? Quand se déroule ton récit? Qui est ton personnage principal? Quel est le problème auquel il doit faire face? Nous allons maintenant diviser l'acte 1 en 6 étapes. L'ouverture, l'élément perturbateur, la présentation du personnage dans sa routine, l'incident déclencheur, l'exposition et le premier nœud dramatique. Étape 1, l'arène dramatique. La scène d'ouverture de ton film doit mettre le spectateur dans le bain. Comme dirait John Truby, tu dois présenter l'arène dramatique, c'est-à-dire le lieu de l'action et l'époque. Où se passe l'action? Par exemple, dans mon projet Bitume, je parle de routiers, donc je présente brièvement leur univers. Dans mon projet Le Poisson Lanterne, qui se passe autour d'un club de plongée, je montre tout simplement le club. Ce qui ne t'empêche absolument pas d'élargir l'arène au fur et à mesure du récit. Quand se passe l'action? Sommes-nous dans le futur? Dans le passé? Il s'agit de définir l'époque dans laquelle évoluera le récit. Cela peut être fait de manière habile. Un élément radiophonique, un gadget, les décors, les objets, les vêtements sont également de bons indices. Étape 2, l'élément perturbateur. L'élément perturbateur est la cause du problème auquel fera face notre héros. Souvent, ce problème n'implique pas encore le héros. Prenons Luke Skywalker. La guerre qui se joue dans l'espace ne le concerne pas au début du récit. Ce n'est que lorsqu'il récupère R2 et 6PO qu'il se retrouve impliqué. L'élément perturbateur vient, comme son nom l'indique, perturber un équilibre. Il est l'origine du problème. Toutefois, cette perturbation, le spectateur ne la perçoit pas encore. Pense par exemple au film policier. Un meurtrier sévit, mais l'inspecteur qui résoudra l'affaire, au moment où il est présenté au spectateur, n'en a pas encore eu vent. J'aime bien cette image, alors je vous la partage. L'élément perturbateur est le mouvement des plaques sismiques qui provoquera le tsunami, qui provoquera le désastre. Étape 3, le personnage dans son contexte et sa routine. C'est bien beau de créer un problème, mais il s'agit aussi de parler de notre personnage, non? À cette étape du récit, tu vas devoir présenter le personnage principal dans son contexte, ses habitudes de vie. L'élément perturbateur va venir bousculer l'équilibre de ce personnage dans ce contexte précis. Présente la routine du personnage et caractérise-le. Le spectateur doit le comprendre. Quel est son défaut? Quelles sont ses qualités et compétences? Quel lien entretient-il avec les personnages qui l'entourent? Étape 4, l'incident déclencheur. L'incident déclencheur va déclencher l'action. C'est l'appel à l'inspecteur pour lui demander de s'occuper de l'enquête et trouver le meurtrier. L'incident déclencheur va impliquer directement le personnage principal. Il est lié à l'élément perturbateur d'une manière ou d'une autre. Métaphoriquement au moins, le personnage est appelé à s'occuper du problème. Étape 5, l'exposition. Comme tout le monde face à un problème, le spectateur a besoin de comprendre, d'avoir des explications. C'est à cela que sert l'exposition, à répondre à la question « Quoi ?» L'exposition permet d'expliquer les tenants et aboutissants d'un problème qui nécessite une résolution de la part du personnage. Dans un film apocalyptique, que se passerait-il si l'astéroïde en direction de la Terre n'était pas dévié? Ces éléments de compréhension sont essentiels, non seulement au personnage, mais aussi au spectateur. Pour suivre le récit, il aura besoin d'informations utiles. Le moment d'exposition est un moment de calme avant la tempête, propice à ce genre d'explication. De manière plus précise, l'exposition doit traiter 2 éléments importants, les enjeux et l'urgence. Les enjeux, ce que le personnage va y gagner et ce que le personnage va y perdre. L'urgence, pourquoi le problème doit être résolu sous peu. Étape 6, la prise de décision du héros est le premier nœud dramatique. Une question se pose maintenant. Quelle décision va prendre le héros? À cette étape, le héros va exposer clairement quel sera son objectif dans le but de résoudre le problème. Et bien entendu, ton lecteur, spectateur ne peut s'empêcher de se poser cette question dramatique. Le héros va-t-il, oui ou non, résoudre le problème?
Le héros peut aussi dès à présent expliquer ses motivations personnelles, internes. Pourquoi veut-il résoudre cet objectif? Toutefois, ces motivations peuvent apparaître un peu plus loin dans le récit. Résumé des étapes 1 à 6. Dans un lieu et à un moment donné. Étape 1, l'ouverture. Un problème va bientôt perturber. Étape 2, l'élément perturbateur. La routine d'un personnage. Étape 3, le personnage dans sa routine et son contexte. Le personnage principal va être appelé à résoudre ce problème. Étape 4, l'incident déclencheur. Le problème urgent dont découlent les enjeux va être clairement exposé au personnage principal. Étape 5, l'exposition. Face à cette demande, le personnage va prendre la décision de résoudre le problème et d'expliquer son objectif. Étape 6, prise de décision et premier nœud dramatique. Acte 2, la confrontation. Après avoir mis en place tous nos éléments de l'acte 1, faisons entrer notre personnage dans une phase de confrontation. Nos personnages se lancent dans l'aventure. Étape 7, premier pas. Il s'agit maintenant pour tes personnages de faire leur premier pas. En d'autres termes, de lancer l'action. Ils doivent être conformes à ce que tu as promis au spectateur par ton histoire et son genre cinématographique. Si tu as mis en place les bases d'un film d'épouvante, une petite chasse aux fantômes avec des scènes induites par ce genre s'impose. C'est la partie savoureuse de ton récit. Tu promets au spectateur un film de survie? Montre le personnage s'organisant face à la nature. Un film fantastique? Montre de la magie. Le personnage principal ne se confronte pas encore à 100% à la crise, même s'il commence à essayer de la résoudre, ce qui te laisse le temps de nous faire rêver. Dans son livre, Édouard Blanchot propose 3 types de premiers pas. Les premiers échanges, les premiers essais, les premiers périls. Premiers échanges. Nous allons enfin parler un peu des autres personnages. Car ton scénario de film comprend certes un personnage principal et un antagoniste, mais aussi des personnages secondaires, plus ou moins secondaires. Ils sont importants et font partie de la richesse de ton scénario et par conséquent de ton film. En se lançant dans l'aventure, tes personnages vont parler entre eux. Cela va non seulement te permettre de reformuler discrètement ce qui a été dit, le spectateur a parfois besoin qu'on lui rappelle les choses, comme avec l'apprentissage il est parfois bon de se répéter, mais surtout de faire en sorte qu'ils donnent leur point de vue. C'est une étape d'appropriation du problème. Ils peuvent exposer leurs différends, leurs points de vue, leurs doutes et incompréhensions. De plus, ces premiers échanges sont aussi un terreau incroyable pour développer les relations entre tes personnages. Ils peuvent s'interroger mutuellement, faire connaissance s'ils ne se connaissent pas encore, se dévoiler. C'est un moment propice pour leur donner de la profondeur et de la personnalité. Eux aussi méritent un traitement en finesse. Premiers essais. Et les premiers essais permettent de montrer de quoi sont capables tes personnages. Quelles sont leurs compétences? Tu pourras également dévoiler leurs qualités, mais aussi leurs travers et faiblesses. Pour résoudre le problème, les personnages vont essayer d'utiliser ce qu'ils savent ou ce qu'ils pensent être la solution. Mais bien sûr, cela ne donnera pas de bons résultats. Sinon, tes personnages n'apprendraient rien de leurs aventures et tu ne pourrais pas créer une intrigue. Premier péril. Lors des premiers périls, les personnages et le spectateur découvrent l'univers de l'acte 2. C'est la plongée dans l'univers promis. Les fonds marins, le désert, le monde de la route, la planète Mars. Cette partie est extrêmement excitante car les forces antagonistes lancent leur premier assaut. Mais cette salve n'est rien comparé à ce qui va suivre. Ce n'est qu'un aperçu des pouvoirs de l'antagoniste. Les personnages explorent donc l'univers promis et touchent du doigt les premières difficultés sérieuses. Étape 8, le feu de camp. Il s'est déjà passé pas mal de choses. Le spectateur peut être un peu perdu. Il est peut-être temps de lui rappeler de quoi il était question au départ. Tes personnages font discrètement le point, mettent les choses au clair et renouent avec ton histoire. Attention, il ne s'agit pas de la répéter lourdement, mais de prendre en compte ce qui s'est passé depuis l'acte 1. L'idée de feu de camp est particulièrement juste. Les personnages se réunissent, prennent une pause pour échanger, expliquer leur motivation et l'urgence de la réalisation de l'objectif. Lors de ce feu de camp, il arrive assez souvent que le personnage principal ait une révélation. Il peut ainsi se découvrir un talent caché ou bien comprendre quelque chose sur lui-même ou les autres. Grâce à ce moment de réaffirmation du désir de résoudre le problème, et éventuellement d'ajustement sur la manière de le faire, le héros reprend des forces et repart le cœur mieux armé.
Étape 9. Au cœur des périls. Ça va se corser pour ton héros. C'est le temps des coups durs. Cette étape se poursuit en 3 moments qui s'enchaînent. Tout est possible, tout va mal, tout semble perdu. Tout est possible. Grâce au feu de camp et aux leçons apprises, le héros est reparti pour un tour et tout se passe parfaitement. Tout est possible, la victoire est à portée de main. C'est le moment où l'apprenti karatéka commence à devenir vraiment bon. Souvent, cette étape est traitée dans un montage cut avec une musique entraînante. Tout va mal. Mais les vrais obstacles sont à venir. Jusqu'à présent, le personnage principal a repoussé ses propres limites, si bien qu'il était son principal adversaire. Maintenant, il va devoir affronter des forces antagonistes, plus puissantes qu'il l'imaginait. Ses progrès sont sérieusement remis en question. Si bien que le héros va se dire que tout semble perdu. L'échec est cuisant. Malgré ses efforts, le personnage principal essuie une belle défaite. Obi-Wan meurt, Gandalf meurt. Le protagoniste ne voit pas comment gérer la situation. En d'autres termes, si les efforts, les concessions et les changements internes faits par le héros ne sont pas suffisants, ce coup dur va l'obliger à remettre en question sa stratégie et mieux saisir la situation. Une seule solution, changer. Tout semble perdu, mais ne l'est pas. C'est de cette défaite que le héros apprendra ou obtiendra un renseignement précieux. Étape 10, le second nœud dramatique. Il s'agit encore une fois de réaffirmer l'objectif ou un nouvel objectif. De plus, avec tout ce qui vient de se passer, l'objectif, même s'il n'est pas changé, demande un changement de stratégie. Sauf que les enjeux ont augmenté, l'urgence aussi, et le personnage s'est transformé. Le héros a fait du chemin. Il a envie de prendre part à l'action et prend des décisions en conséquence. Ses motivations ont énormément évolué. Il a appris sur lui-même et il est enfin prêt à en découdre. Ce faisant, le héros nous amène à Acte 3, la résolution. Il est temps d'en découdre. Il y a déjà eu des confrontations, mais celle qui vient dictera la solution de la question dramatique. Le héros parviendra-t-il à son but? Étape 11, le risque réel d'échec. Avant d'embarquer à proprement parler dans la résolution du conflit, le héros est amené à imaginer ce qui se passera s'il échoue. Le héros voit la mort et la désolation. Dans Harry Potter 7, partie 2, c'est quand Harry voit les morts au combat dans la bataille de Poudlard avant d'affronter seul Lord Voldemort. Étape 12, la crise. Maintenant qu'il sait ce qui se passera s'il n'arrive pas à atteindre son objectif, le héros comprend qu'il doit faire un choix définitif, sans retour possible, pour résoudre le conflit et transformer sa vie. La crise est le moment où le héros prend la décision de changer pour de bon. C'est le moment où tout est ralenti, le personnage est filmé en gros plan. Il réfléchit, respire et appuie sur le bouton. C'est un moment de tempête sous le crâne. Et tout l'a emmené jusqu'à cette étape de crise. Toute histoire doit mener le personnage vers cette prise de décision. On a tendance à se concentrer sur le climax, mais le climax n'est rien sans ce moment de révélation, de prise de décision. Car le climax est la conséquence de la crise, et non l'inverse. Étape 13, le climax. Le climax suit la décision prise durant la crise. Cette étape voit le héros réussir ou échouer à atteindre son objectif. C'est le moment de réponse à la question dramatique. Étape 14, le dénouement. Le dénouement vient répondre à la question dramatique de manière plus précise. Le méchant est mort, mais sur quelle issue cela débouche-t-il? Étape 15, les conséquences et le nouvel équilibre. Édouard Blanchot explique très clairement les rouages de cet enchaînement. Crise, climax, dénouement, conséquences. Le règlement de la crise permet au protagoniste de se lancer dans le climax, dont la résolution puis le dénouement, positif ou négatif, conduit aux conséquences de l'histoire, les fondamentaux du scénario. Dans Harry Potter et la pierre philosophale, Harry décide d'affronter Voldemort seul, crise. Affronte Voldemort, climax. Arrive à vaincre Voldemort, dénouement, et ramène la paix dans l'école, conséquence. Mais la scène de conséquence doit avant tout être perçue à travers les yeux du héros. Dans le cas de Harry, les conséquences sont surtout d'avoir trouvé une famille qui l'aime. C'est sa réaction personnelle qui est principalement montrée. Étape 16, épilogue. L'histoire n'est pas tout à fait terminée. L'image finale sera celle que nous en garderons. C'est l'occasion de donner une ouverture sur le prochain volet. Avengers, Conjuring, pour ne citer que.
Mais c'est aussi un moment où l'auteur peut s'exprimer librement et donner un point de vue en dehors du récit. L'idée est de conclure par le sens véritable de l'histoire. Cela peut être un texte qui apparaît sur l'écran, par exemple. Dans À la recherche du bonheur de Gabriel Muccino, l'épilogue dit clairement à travers une petite biographie « N'abandonnez jamais ». Passe à l'action. Ton intrigue doit comporter les 3 actes décrits par Aristote. Étudie toutes ces étapes, ces trucs techniques qui permettent de faire avancer le personnage et l'intrigue en synergie. Mais attention à ne pas être trop scolaire. Adapte ton histoire à la théorie en prenant tes libertés et ce sera forcément très bien. Comment structurer un court-métrage? On en parle aussi, non? Car il y a de grandes chances pour que tu commences par écrire un court-métrage avant de te lancer directement dans l'écriture d'un long-métrage. Ne serait-ce que pour commencer par te faire la main en écriture de scénario. D'autre part, parce que trouver un producteur, des financeurs pour un court-métrage est quand même moins difficile qu'en trouver directement pour un long-métrage. Car il faut déjà se faire connaître, et le court-métrage sert justement à cela. En effet, le court-métrage est pour le jeune auteur un baptême du feu, pour se faire une place sur l'échiquier cinématographique avant le grand saut vers le long-métrage. C'est une façon de faire ses armes et ses preuves avec des enjeux financiers moins importants. Spielberg, Scorsese, Godard sont passés par là. Le court-métrage, au-delà de ses critères de minutage spécifiques, joue comme une carte de visite pour un jeune réalisateur. Mais ce format impose de restreindre l'écriture et les enjeux scénaristiques doivent être moins denses et nombreux. La structure d'un court-métrage pose souvent problème, et à juste titre. La structure d'un long-métrage en tant que notion standardisée pose déjà problème. Pour le court-métrage, cette notion est encore davantage à prendre avec des pincettes. Tu peux donc prendre beaucoup de liberté dans un court-métrage. Qu'est-ce qu'un court-métrage? Un court-métrage se définit tout d'abord par sa longueur. On parle de très courts-métrages pour des films de moins de 5 minutes. C'est le cas de ceux du Nikon Film Festival, par exemple. De courts-métrages entre 5 et 25 minutes, de moyens-métrages de 25 à 59 minutes et de longs-métrages pour les films de 1 heure à 4 heures. Tu trouveras certainement d'autres minutages car les règles sont assez floues. De mon point de vue, l'existence du court-métrage repose avant tout sur une logique de diffusion. Il est diffusé principalement en festival, à la télévision et sur Internet, via des plateformes d'échange comme YouTube. Il est à noter que les courts-métrages étaient autrefois diffusés en première partie des longs-métrages dans les salles de cinéma. Quelle structure pour un long-métrage? Le court-métrage peut reprendre une structure très similaire à celle d'un long-métrage, mais la réduction du temps disponible au déroulé de l'histoire suppose bien entendu quelques contraintes pour l'auteur. Voici quelques pistes de réflexion. Aller à l'essentiel, va droit au but. Logique combinatoire, l'auteur doit être plus rapide. Pour ce faire, tu peux cumuler certains éléments clés de l'intrigue dans une même scène et jouer d'ingéniosité pour la dérouler sur un temps plus court. Réduis le nombre de lieux et la plage temporelle. La logique des 3 actes peut être appliquée de manière plus souple et transgressive. Réduire l'intrigue à un seul et unique objectif pour ton héros est nécessaire. Il est possible de laisser l'histoire en suspens à la fin. Attention à ne pas être maladroit dans ce final en queue de poisson. Si tu maîtrises ton sujet, le spectateur l'acceptera. Sinon, tu risques de paraître trop amateur. Construis donc soigneusement ton intrigue. Évite les intrigues secondaires. Tu pourras très difficilement tout traiter. Les héros et les enfants d'abord. La caractérisation de ton héros sera plus courte. Préfère sa caractérisation par l'action pour faire d'une pierre deux coups. Le court-métrage sans structure. Certains courts-métrages sortent du lot car ils sont exempts de structure. C'est possible. Tu peux tout à fait t'écarter de la logique habituelle et prendre la liberté de transgresser le carcan classique. Le court-métrage peut être le support de nombreuses expérimentations, à la fois graphiques et scénaristiques. C'est l'occasion rêvée de te laisser aller. Il n'est pas obligatoire de coller à une structure classique. Si ton histoire ne rentre pas dans cette case, lâche-toi, profites-en. C'est le moment parfait pour réinventer le 7e art et tester de nouvelles idées. Un court-métrage n'est pas un long-métrage. La plus grosse erreur dans l'écriture d'un court-métrage est de vouloir écrire un long-métrage. Cela peut s'expliquer. Tout d'abord, nous sommes très peu habitués à ce type de format court. Combien de courts-métrages as-tu vu et combien de longs-métrages? Pour mieux comprendre la logique du court-métrage, je t'invite fortement à en regarder à foison.
Il est assez difficile de voir de véritables courts-métrages en ligne. Il va falloir soit te coucher tard, les diffusions sur les chaînes de télévision sont tardives, soit te déplacer en festival et boire des bières. Ensuite, nous désirons tous écrire des longs-métrages et nous voulons très certainement aller trop vite. Toutes nos idées s'étalent sur 20 pages et c'est indigeste. Essaie de faire tenir Le Seigneur des Anneaux en 20 minutes. Ça risque d'être folklorique. Il va donc falloir limiter tes envies et réduire le nombre de tes idées pour faire tenir tout ça en quelques minutes. Ce que tu dois retenir. Le court-métrage est principalement destiné aux festivals et plateformes de type YouTube. Il te servira à te faire connaître car c'est une excellente carte de visite. Attention à ne pas noyer le spectateur. Adapte ton nombre d'idées au nombre de minutes permises. Le court-métrage est un format beaucoup plus libre et tu peux te permettre d'inventer, expérimenter si tu le désires. Tu peux même laisser ton histoire en suspens, adroitement bien sûr.